Bonjour à tous. Bonjour Camille. Bonjour. Comment ça va? Bah écoute, ça va. J'étais en train de... Enfin, la musique me porte, tu vois. Je danse derrière le générique, mais après, du coup, je suis surprise d'arriver à l'écran comme ça. Le démon de la danse s'empare de toi avec ce générique. C'est ça. Bonsoir à tous. Jean-Michel aussi, je sens qu'il a envie de se trémousser sur le générique. On te le remettra tout à l'heure, Jean-Michel. Alors, émission... Très content de faire cette émission ce soir, puisque ce week-end, nous apprenions la sortie du nouveau livre de Bruno Bousquet. Et bien sûr, moi, ça faisait... alors, avec Bruno, on se connaît, on s'est déjà rencontrés quelques fois, ça fait 2-3 ans qu'on se connaît. Et c'est vrai que j'avais envie de faire une émission avec lui. Il m'avait envoyé son avant-dernier livre, qui était celui-là, OVNI. Un enquêteur de terrain témoigne 40 ans d'ufologie. Déjà, le titre me donnait vraiment envie de prendre connaissance. C'est Alex Sesco qui avait fait la pochette. Et puis surtout, la surprise, c'est que le nouveau livre de Bruno sort aux éditions JMG. Si je commence à savonner, on ne va pas s'en sortir. Chez notre ami Jean-Michel Grandcir. Donc, j'ai appelé Jean-Michel et je lui ai dit, écoute Jean-Michel, est-ce que tu accepterais de faire l'introduction de l'émission de Bruno? Alors, Bruno, bonjour. Jean-Michel, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va. Et toujours une couverture d'Alex Sesco. Oui, alors voilà. Le nouveau livre est là, l'affaire B. C'est le nouveau livre de Bruno Bousquet qui sort un petit peu des livres habituels puisque là, il s'agit d'un livre sur une enquête complète. Alors, je vous admets que je n'ai pas encore eu le plaisir de le lire parce que, Jean-Michel, le livre va sortir courant octobre, c'est ça? Courant octobre, tout à fait, oui, vers le 10 octobre. Vers le 10 octobre, d'accord. Donc, dans les réseaux classiques, alors bien sûr, on vous invite à commander directement le livre sur le site JMG. Enfin, oui, le livre est déjà disponible sur le site JMG. En précommande? Non, puisque il va sortir en librairie bientôt, mais moi, je l'ai à la maison. Voilà. D'accord. Je crois que Bruno a reçu les siens aussi, me disait-il lundi au téléphone. Oui, c'est exceptionnel. D'habitude, j'envoie ni droit d'auteur, ni livre aux auteurs. C'est une exception pour lui. Donc, c'est ce qu'on m'avait dit, effectivement. C'est ce qu'on m'avait dit. Oui, bien sûr. Mon facteur a sonné l'autre jour. Il m'a dit, j'ai un colis pour vous. Je lui ai dit, mais non, moi, j'attends rien, j'ai rien commandé. Alors, il m'a dit, si, j'ai un colis pour vous. Et il me dit, je lui dis, vous savez ce que c'est? Il m'a dit, non, évidemment, je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai eu la surprise d'ouvrir et de voir l'affaire B, alors que je ne m'attendais pas. Vous m'avez dit qu'il tirait courant en octobre. Et donc, j'ai eu la primeur d'avoir ce magnifique bouquin dans les mains, quoi. La bonne surprise. Enfin, un facteur qui dit qu'il ne sait pas ce qu'il y a dans un colis, moi, je le crois moyen. Hein. C'est rare. Il n'avait pas vu de chèque, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de monnaie, il n'y avait pas d'espèces. Donc... Les facteurs sont honnêtes, donc c'est bien. Ils ne regardent pas ce qu'il y a dans les colis. Alors, Jean-Michel, tout à l'heure, en off, avant qu'on passe à l'antenne, alors, tu nous disais qu'actuellement, quand même, en termes d'ufologie, tu reçois beaucoup de matériel à JMG. Pas mal de matériel, tout à fait, oui, absolument. Tu nous parlais de 2 manuscrits par jour, à peu près. Comment? Tu nous parlais de 2 manuscrits par jour, à peu près, actuellement. Actuellement, oui. Oui. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Oui, c'est trop. C'est trop parce que je suis obligé de trier. Même si c'est bon, ou je dis aux gens d'attendre un an parce que je ne peux pas en sortir 10 par mois. Un par mois, c'est beaucoup. Et c'est plutôt sur des enquêtes, c'est quel type de manuscrit d'une manière générale? C'est vraiment très variable. Là, j'ai 2 livres sur les abductions. D'accord. Ok. Bien. Bon, sujet qui reste effectivement. C'est intéressant parce que il y en a quand même un qui est traité par Nicolas Dumont qui a fait toute une enquête sur le sujet. Donc ça, c'est pour le printemps. Et puis j'ai eu la surprise de recevoir ce midi, par exemple, le livre, enfin le texte de quelqu'un sur qui Nicolas a travaillé et qu'il a mis en hypnose pour faire des recherches sur le sujet. Et j'ai reçu le texte ce midi. Et je savais pas du tout, je m'y attendais pas. Après, des théories aussi, j'ai des bouquins sur des théories. J'en ai reçu un il y a 2-3 jours sur la théorie du fer, des extraterrestres qui viennent chercher du fer sur la Terre. Oui, une théorie chère à Luc Côté, je crois. Là, tout à fait. Donc j'ai reçu son texte. Et d'autres. D'abord le salut.
On le salue. Et comment tu expliques, enfin, parce qu'on va dire c'est un rythme beaucoup plus élevé que d'habitude, il y a quelque chose qui a fait que, ou qu'est-ce que... Je me suis dit, tiens, c'est depuis que j'ai l'affaire B qui est en rose, qui est sur les rails, que ça explose. Bon, pas pour les abductions, parce que les abductions, c'est un sujet prévu depuis très longtemps avec Nicolas, mais d'autres auteurs ont envoyé des textes qui sont relativement proches du sien. Donc je pense que ça a suscité des vocations, on dira. Oui, parce que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que tu publies un livre d'enquête chez JMG. Enfin, je veux dire, c'est pas une nouveauté. J'ai publié Jean-Pierre Dompte, un autre, Chasseur d'OVNI. Mais là, c'est un cas vraiment spécial parce que c'est étalé sur des années. C'est une seule affaire étalée sur une quarantaine d'années. Donc, justement, c'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce qui t'a, je dirais, fait dire avec ce travail de dire ça, je le publie parce que ça, c'est intéressant? C'est son obstination. J'adore les gens obstinés. Et je dois dire que j'ai été bluffé. Parce que je suis quelqu'un de très obstiné, mais j'ai trouvé peut-être plus obstiné que moi. Et ça m'a bien plu. Moi, je peux lâcher l'affaire, mais lui, il lâche pas l'affaire. Donc ça va. Ah ouais, oui, là, je crois qu'on peut dire que c'est un des traits de caractère de Bruno de pas lâcher l'affaire, effectivement. Ça, c'est quand même quelque chose. Alors, la pochette, alors on en parlait tout à l'heure, Camille, tu peux peut-être la remettre. Donc, c'est aussi Alex Kiesco qui l'a fait cette fois-ci. Voilà, tout à fait. Tout à fait. J'ai sous-titré, en fait, j'ai mis un sous-titre parce que l'affaire B, ça veut pas dire grand-chose. Donc, pour celui qui ne connaît pas, donc j'ai mis une enquête ufologique en sous-titre. Ouais, bah oui, parce que effectivement, même pour les gens qui ne suivent pas spécialement l'ufologie, qui tombent sur ce livre, bon, alors, la pochette est quand même explicite, hein, parce que là, oui, elle est explicite, mais on n'est jamais assez. Voilà, là, on comprend de quoi on va parler, quoi. On va parler de soucoupe, effectivement. J'avais trouvé sympa le graphisme d'Alex. Ouais, non, belle pochette, une jolie pochette, effectivement. Alors, ce qui est amusant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, avec Bruno, vous ne vous étiez jamais rencontrés, donc là, on fait un peu, comment ça s'appelait ? C'était Sacrée Soirée, l'émission là où Jean-Pierre Foucault retrouvait des gens, les faisait rejoindre. C'est ça. Oui. Avec un rideau aussi qui tombait, là, j'ai vu ça aussi. Ouais, mais là, on n'a pas les moyens de mettre des rideaux, donc c'est pour ça. Oui. Mon pauvre monsieur, on a peu de moyens, vous savez. C'est l'ufologie française. On est des Argentais. Bon. Est-ce que toi, de ton côté, Jean-Michel, tu as déjà eu des retours lecture ou pas encore? Pas du tout, non. Bah non. Pas encore, c'est un peu tôt quand même, encore. Oui. Je crois, semble avoir vu ça passer. Donc, non. Bon. D'autant qu'on refait le site internet de vente, donc on fait pas de promo dessus parce que il est en chantier, il est accessible. Donc j'attends qu'il soit vraiment au point pour lancer des grosses opérations. Et tu sais que le Maybe Planet est toujours partant pour te donner un petit coup de main de communication, bien entendu. Avec grand plaisir d'ailleurs. Je sais. Alors, comme on disait, Bruno, c'est une première collaboration avec JMG, mais enfin, c'est loin d'être ton premier livre quand même. Oui, je vous entends mal là. Ah. Bruno, tu nous entends? Oui. Ouais. Je disais, c'est pas ton premier livre, mais c'est le premier livre que tu sors chez JMG. Voilà, tout à fait. C'est mon 5e livre en fait. Eh ouais. Que j'en ai édité déjà plusieurs qui comptent pas, on va dire, c'était du travail artisanal. Mais le premier qui est sorti en librairie, c'était chez Lacour à l'époque, qui s'appelait Mystère en Pays d'Oc, qui était simplement une compile de tout ce qui s'était passé dans mon département d'origine, c'est-à-dire le département de l'Hérault. C'est un boulot qui avait manqué, ça s'était fait dans d'autres régions et ça s'était pas fait chez moi. Mais bon, il y avait à boire et à manger là-dedans, évidemment, puisque c'était pas des enquêtes, c'était des rapports qui avaient plus ou moins qu'on avait trouvé dans la presse, qu'on avait trouvé par des témoins directs ou indirects. Donc c'était un petit peu de tout. Ce bouquin est épuisé. Ensuite, j'ai écrit 2 autres bouquins chez Lacour. J'en ai écrit à compte d'auteur. Alors les titres, je peux les avoir là, si je m'en souviens. Ouais, je les ai sous les yeux. OVNI, où est la vérité? Alors ça, c'était un gros bouquin qui faisait plus de 500 pages. Ouais, quand même. Où il y avait une autobiographie, il y avait des enquêtes auxquelles j'avais participé, etc.
J'avais ajouté en annexe une base de données, puisqu'à l'époque, je m'étais amusé à compiler aussi. Il y avait 2 ou 3 000 cas d'observation comme ça sur Excel. Enfin voilà, c'était un petit truc sympa aussi. Après, il y a OVNI, quelle réalité, où je parle de. C'est un petit peu le journal d'ufologue, un peu comme avait fait Vallée dans Science Interdite, c'est un petit peu ça. Et avec aussi mes opinions personnelles, lassitude, etc. etc. Et puis l'avant dernier, donc c'est OVNI, celui que tu as présenté tout à l'heure. Voilà, celui-là, effectivement. Alors celui-là, c'était à compte d'auteur. Hein. Alors celui-là est à compte d'auteur parce que j'ai pas eu le temps honnêtement de trouver un éditeur. J'ai fait ça vite fait, bien fait. J'ai trouvé un imprimeur en Italie qui m'a fait quand même du bon boulot. Mais évidemment, ça sera un boulot qui se résulte à 100 exemplaires, quoi. Donc voilà. Si un éditeur veut de moi, veut le Allô Jean-Michel. Allô Jean-Michel. Je ne vous entends pas très bien. Message subliminal, hein. Bon, que la couverture, faut me l'envoyer. Alex a bien travaillé là aussi, il m'a fait une belle couverture. C'est clair. Ouais. Bon. Elle est sympa la coupe. Oui. Enfin, le meilleur, c'est quand même le dernier. Le bouquin. Ouais. Alors Bruno, justement, tu as Jean-Michel sous la main. Est-ce que tu es satisfait du résultat? Ah, complètement. Bon. J'ai été agréablement surpris. Déjà, je lui avais envoyé au départ quelques documents scannés, rescannés. J'étais pas sûr de la qualité et j'ai été agréablement surpris du résultat. Donc déjà, ça c'est la première chose. Et puis j'ai trouvé quand même enfin un éditeur un petit peu sérieux parce que à l'époque c'était. Pardon. Non, mais il faut dire les choses correctement. Hein. À l'époque, c'était plus du copier, quoi. Alors que là, on a quand même échangé plusieurs fois. La maquette est revenue, repartie. On a toujours ajusté tout ça. Et bon, je suis vraiment, honnêtement, je suis content du résultat. Ouais, moi je suis très content que tu aies un livre chez JMG. Je trouve que c'est chouette. Voilà, c'est chouette parce que JMG c'est un chouette éditeur et je trouve que c'est important d'avoir un livre toujours chez JMG. Voilà, parce qu'il y a des très très beaux livres qui ont été publiés depuis des décennies, peu cher, pas non plus depuis plusieurs années. Plusieurs années chez JMG. 97, donc ça fait des décennies. Alors on dirait. Oui, non, mais c'est vrai. Je suis un éditeur sérieux qui ne se prend pas au sérieux. Voilà, c'est ça. Non, alors je plaisante, Jean-Michel est très sérieux au travail, mais au travail, quoi, parce que j'ai passé un week-end avec lui et j'avais mal aux abdos quand je suis parti, parce que c'est un fou furieux au final. C'est un fou furieux. Jean-Michel, je te remercie d'avoir fait cette introduction avec nous. Je suis ravi que vous ayez pu échanger quelques mots pour la première fois grâce à cette émission. Alors Jean-Michel, encore une fois, nous bien sûr nous sommes à ta disposition dans les sorties à venir ou autres. Ce sera avec grand plaisir qu'on en discutera ensemble, qu'on discutera avec tes auteurs. Donc surtout, n'hésite pas à solliciter le Maybe Planet. Ce sera toujours un immense plaisir d'échanger avec toi. Alors si tu vois Bruno Bousquet, tu lui dis de m'envoyer son précédent livre qui pourra peut-être être son prochain livre publié chez JMG Édition. Je lui dirai. Voilà. Je lui dirai, je lui enverrai un message. On envoie un message de ma part. D'accord. Bon, Jean-Michel, je te souhaite une très bonne soirée. Merci. À bientôt. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Voilà, parfait. Bon, écoute, je trouve ça sympa de la part de Jean-Michel, justement, d'être venu, de pouvoir introduire ce livre sorti aux éditions JMG. Encore une fois, la bonne nouvelle, c'est qu'il est disponible directement sur le site, donc n'hésitez pas à y aller. Alors, Bruno, moi, je suis content de t'avoir ce soir parce que tu représentes ce que je ne suis pas, et je le dis en toute humilité. Non, mais tu vas comprendre ce que je vais dire. Bruno, tu es vraiment ce qu'on appelle un ufologue de terrain. On en parlait tout à l'heure, je croyais que ta première enquête, c'était 15 ans, mais tu nous as dit que c'était même plus jeune. Donc, tu as fait de l'ufologie toute ta vie, en fait. Mais déjà, quand je suis sorti de la maternité, je me suis dit, tiens, je vais avoir une passion. Ça sera l'ufologie. Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais plus sérieusement, d'ailleurs, ça vient d'où cet intérêt pour l'ufologie? Ça vient, j'ai eu la chance d'avoir de la famille qui avait observé des petits trucs comme ça, qui m'avait raconté, j'avais trouvé ça sympa. Ouais. Et puis la curiosité, surtout la curiosité au départ, j'ai toujours été curieux de tout. Donc voilà, j'avais fait un petit peu le journalisme aussi un petit peu plus tard. Donc
je partais sans a priori quoi, sur la question, puisque bon, et il s'est voulu que dans les années 70, ça devait être en 73 d'abord, il y a eu cette fameuse noyade des taureaux d'Aubanel, de Boroncelli dans le Gard. Je vais d'ailleurs en parler au prochain congrès, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Oui, avec plaisir. En novembre, à Montpérol. J'ai oublié de le dire, mais tu es le président d'honneur d'OVNI Languedoc. Hein. Voilà, j'ai créé OVNI Languedoc avec Thierry Gaulin. Ouais. J'ai laissé la place de Thierry Gaulin, qui est actuellement le président d'OVNI Languedoc. Bon, je suis un petit peu ça de loin, parce que géographiquement, je ne suis pas toujours disponible, etc. Bien mais sûr. Bon, il est président d'honneur, c'est tout un honneur pour moi. Mais bon, disons que je fais une petite intervention par-ci par-là quand il faut. Mais j'avais pris un peu de recul avec l'ufologie à une certaine période. Ouais, parce qu'évidemment, 40 ans, c'est compréhensible. Ouais. Voilà, il peut y avoir des périodes de mou, effectivement. Ouais, on va en reparler tout à l'heure, tu as raison, du 11e. C'est le 11e, hein, 11e congrès OVNI Languedoc, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Bien sûr, on salue Thierry Gaulin et toute l'équipe OVNI Languedoc. Pour nous, et ouais, je vais le dire, sûrement la meilleure association ufologique de France aujourd'hui. Oui. Je pense. Oui, non, mais je confirme aussi. Alors, comment sont les autres? Bah, tu as tout dit. Voilà, tu as tout dit. Justement, on va en parler, effectivement. Mais alors, tu disais tout à l'heure, c'est vrai que tu as aussi. Alors, tu étais probablement un jeune garçon curieux, mais tu as eu la chance aussi d'être adolescent dans les années 70. Les années 70 qui sont considérées comme l'âge d'or de l'ufologie en France. Oui, il y avait à l'époque Benoît Lemann qui racontait ces petites histoires sur Monte-Carlo. Il y avait dans les années 70 aussi Jacques Pradel sur France Inter avec son émission Ici l'ombre. Il y a eu tous ces trucs-là qui ont fait que voilà, j'ai enregistré ça. J'ai enregistré déjà ces émissions. Vous savez, à l'époque avec un petit magnétophone, comme devant le transistor. Enfin, vous voyez, c'est la préhistoire, quoi, maintenant. Ouais, c'était la belle époque. Hein. Bah, là, c'est ce qu'on disait. Si tu ratais l'émission, tu l'entendais plus jamais, hein, parce que le replay, ça n'existait pas. Hein. Voilà. C'était là ou tu n'étais pas là. Hein, donc, bon, ce qui m'a toujours fait halluciner, c'est le nombre de structures, mais surtout le nombre de membres qu'avaient ces structures dans les années 70. C'était fou. Enfin, je veux dire, l'ufologie, c'était vraiment une occupation presque banale, tellement il y avait de gens qui s'y intéressaient. Les années d'or de l'ufologie, les années 70, parce qu'à 80, ça a commencé à faire éclipper un petit peu. Les années 70, c'était Palmos à Montpellier, c'était Véronica à Nîmes. Ils avaient une centaine de membres, je crois, même plus que ça. Mais bon, pareil, entre le nombre de membres et les gens qui faisaient du véritable boulot, je me souviens avoir eu l'ancien président de Véronica qui me disait « J'en ai marre de traîner du monde parce que c'est comme dans toutes les associations. Quoi. Il y a un noyau de 5 ou 10 bonhommes qui font du travail et puis le reste, c'est partout le même problème. » Voilà. Ça, c'est un peu le propre, je dirais, de toutes les associations. Toute association. Hein, effectivement. Mais enfin, même si les gens n'étaient pas super proactifs, ils étaient quand même là, c'est-à-dire qu'ils montraient quand même un intérêt au sujet, quoi. C'était les années des grandes conférences de Jean-Claude Bourré, quand il venait à Montpellier, dans toutes les villes de France d'ailleurs, il y avait 200 personnes. Quoi, je veux dire, on ne verra jamais ça. Ah, il les fait encore. Hein. Moi, je l'ai vu. Tu te rappelles, Camille, on était là tous les deux. Oui. Le Crops l'avait invité en 2017, peut-être 2018. Je ne sais plus, mais la salle était pleine. Ils avaient dû refuser du monde. Hein. Et je vous admets que ce jour-là, j'ai pris une grande claque parce que quand il a commencé la conférence, au départ, il ne s'est pas embêté. Il a pris le micro. Tout le monde parlait, ça discutait et tout. Il a pris le micro, il a commencé et il était tellement fort, je ne sais pas si tu te souviens, Camille. Au bout de 2 minutes, on n'entendait plus rien dans la salle. Il n'y avait plus un bruit. Tout le monde était là, scotché à ce qu'il disait. Mais c'était d'un naturel. Enfin, voilà, j'ai dit que ce mec est le champion du monde. C'est incroyable comme il est arrivé à capter la salle avec des choses assez simples en plus, mais c'était vraiment magnifique. Et c'est vrai que Jean-Claude Bourré fait partie des patriarches, on va dire ça comme ça, et ça bosse encore puisqu'il vient de sortir un livre avec Jean-Pierre Petit. Et voilà, moi je trouve que c'est des belles leçons aussi pour les. C'est pas un ufologue de terrain, quoi. C'est pas un ufologue de terrain, mais alors voilà, moi ton point de vue là-dessus, parce qu'il a quand même. Est-ce qu'il a aidé quand même, à ton avis? Est-ce qu'il a aidé à démocratiser un petit peu? Énormément. Grâce à Bourré, dans les années 70,
il a démocratisé l'ufologie. Ouais. La vague des soucoupes volantes, le nouveau défi des ovnis, la science face aux extraterrestres, c'était des bouquins que tout le monde lisait. Et bon, il ne faut pas lui enlever ça. Après, c'est pas quelqu'un qui a fait des enquêtes approfondies. Voilà. Non, c'est différent. Voilà, c'est différent. Mais bon, c'est un tout, l'ufologie. De toute façon, tout est bon à prendre, n'importe comment. Voilà. Alors, toi, tu étais un peu plus jeune tu étais un peu plus vieux que nous à cette période-là. Nous, avec Camille, Camille, elle était encore très petite. Moi, j'étais un petit peu plus jeune. Est-ce que c'était important, justement, dans ces années-là, que des personnalités médiatiques telles que lui prennent la parole, et est-ce que ça amplifiait encore, je dirais, le sérieux du sujet, quand même? Tout à fait. À l'époque, quand on entendait parler de Jean-Claude Bourré ou de Jacques Pradel ou d'autres, c'était les bons dieux, quoi. C'était eux qui détenaient la vérité d'un peu plus. Enfin, bon, après, pas toujours. Voilà, si la télé en parlait, c'était quand même quelque chose, effectivement, quoi. Voilà. Comment alors, toi, tu y étais parce que tu étais en plein dedans. Comment tu as vécu ce turnover quelque part des années 80? Tu l'as vu arriver? Ça a été soudain? Comment ça s'est passé, en fait? C'est difficile à expliquer. Les années 70, on était en plein boom. Les années 80, on ne sait pas pourquoi. Alors, est-ce qu'il y a eu moins d'observations d'OVNI? Ouais. Parce que, je pense qu'il y a eu déjà un recul d'observation. Est-ce qu'il y avait moins d'enquêteurs aussi? Alors le serpent qui se mord la queue aussi. Ça c'est la question que je voudrais te poser parce que tu en parles dans ce livre. Alors souvent je dis à Camille, elle va se dire mais il va nous la sortir à chaque émission. Non, je vais te la laisser dire, Camille, celle-là, ou je la dis? Non, parce que en fait, j'ai beau l'entendre tout le temps, je retiens pas à la sortir. C'est pour ça en fait que tu es obligé de la répéter à chaque fois. C'est juste pour moi, c'est parce que je l'oublie, c'est tout. Bruno, il va la comprendre celle-là et je pense que tu vas être d'accord avec moi. Je dis souvent si un arbre tombe dans la forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre, est-ce qu'il fait du bruit? Je pense que c'est un peu le constat que tu fais avec les témoignages et les ufologues. S'il n'y a pas d'ufologue pour récolter les témoignages, est-ce que pour autant il n'y a pas de témoins? Est-ce qu'il y a moins d'enquêteurs parce qu'il y a moins d'ovnis, ou est-ce qu'il y a moins d'ovnis parce qu'il y a moins d'enquêteurs? Oui, mais par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'il y a plus d'enquêteurs qu'avant ou pas? Et du coup, est-ce qu'il y a plus de témoignages? Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être... Alors, j'étais pas là à l'époque, mais je me dis, il y a peut-être plus d'enquêteurs qu'avant, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de témoignages que ça, au final. Alors qu'à l'époque, j'ai l'impression que c'était peut-être des témoignages peut-être plus importants. Là, je pense que Bruno va sortir sa hache pour expliquer le truc. Il y a plusieurs réponses. La première réponse, c'est que déjà, à l'époque, il y avait des gros cas par rapport à ce qui se passe actuellement. Ah, complètement. Moi, on m'appelle pour me dire j'ai vu une petite lumière dans le ciel, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Enfin, voilà, bon, il n'y a rien d'exceptionnel, on va dire. Enfin, c'est ça. C'est le constat, c'est le constat, ouais, effectivement. Ouais. Et autre chose, moi, je dis toujours, il suffit qu'il y ait un enquêteur au bon endroit et au bon moment. Parce que moi, j'ai passé une certaine période de ma vie dans un coin du département plutôt que dans un autre coin. Et il y avait des gens qui venaient me trouver en sachant que je m'intéressais au sujet et qui me disaient, moi, hier, j'ai vu ça. Alors que je n'aurais pas été là, le cas passait à côté, quoi. C'est ça aussi. C'est un tout, finalement. Ça, c'est une vraie question que tu poses dans ton livre, effectivement, de dire, mais c'est quoi l'histoire, quoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de boulot ou c'est simplement les gens voient des choses mais ne savent pas vers qui aller pour les raconter? Ou alors, et c'est un constat que tu fais aussi, moi je répondrais à Camille, c'est pas qu'il y a moins d'enquêteurs, il y en a peut-être plus, mais c'est peut-être plus des enquêteurs dont je fais partie, je me cache pas, derrière un ordi, à regarder des vidéos, à entendre des trucs, à amalgamer les choses, mais pas à faire 200 bandes pour aller voir un témoin pour écouter ce qu'il a à dire. C'est un peu ça. C'est un constat aujourd'hui. En même temps, attends, Pascal, remettons les choses au clair aussi, c'est que s'il y avait un mec qui nous appelait en disant il y a des marques au sol et tout, mais on irait direct. Même s'il faut se frapper 200 bornes, on le ferait, tu vois. Je sais pas. C'est juste que ces témoignages-là, on n'en a plus, en fait. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas eu... Je suis pas sûr. On a peut-être plus de moyens qu'à l'époque, mais c'est pas pour ça qu'on arrive à avoir des bonnes enquêtes de fait. Toi, tu l'as fait, Bruno, prendre ta bagnole un samedi et puis te frapper des bornes pour aller voir un témoin, quoi. Tu fais 500 km pour aller voir des trucs. Moi, je sautais dans ma voiture. Et alors, ça, c'est une question intéressante. Qu'est-ce qui faisait que tu y allais ou pas, en fait? Tu y allais pas surtout, quand même. Au feeling, je sentais les choses ou pas.
Bon, c'est sûr que si on m'appelle pour me dire j'ai vu une petite lumière fixe qui allait de l'est vers l'ouest, je dirais attendez, on va se poser, on va d'abord voilà. Après, quand il y a eu c'était les années 90 où il y a eu les fameux crash de rien un petit peu partout, de Savoie, dans le Gard, etc. C'est ça. Ça m'avait intéressé, donc j'avais pas hésité à ce moment-là à aller me rendre sur les jeux, etc. En tout dépend. Si ça vaut le coup, bon, on peut se tromper aussi. Mais j'imagine qu'il y a quelques trajets au retour, tu t'es dit si j'avais su, j'aurais pas venu quoi. On a fait avec Thierry Golin une enquête dans l'Aveyron. Bon, l'Aveyron, c'est pas trop loin de chez moi, mais on a fait quelques allers-retours, peut-être 7 ou 8. Ça représentait quelques milliers de kilomètres quand même, au bout du compte, pour aller voir des témoins qui avaient filmé un objet, etc., etc. Et puis, au bout de 8 ou 10 allers-retours, on a vu exactement le même phénomène que ce qu'avait eu le témoin, c'est-à-dire c'était des traînées d'avions, et on a prouvé ce jour-là que le témoin s'était trompé, voilà, qu'il avait vu ça. Mais si on n'avait pas fait cette enquête-là, ce cas serait toujours classé comme dans des revues ou dans des. Voilà. Alors, tu le disais aussi parce que nous on l'a vécu avec nos quelques années MUFON. Il y a aussi le témoin à qui tu vas pouvoir très clairement expliquer ce qu'il a vu, sans aucune ambiguïté ou en tout cas avec une marge d'erreur très faible, et qui va te dire non, c'est pas ça. Ce que j'ai vu, c'est un truc de fou. C'est pas Vénus, quoi. Oui. Ça, c'est délicat. Le témoin est convaincu au départ d'avoir vu quelque chose d'extraordinaire. Même s'il s'est trompé, même s'il a vu un Skytracer ou une lanterne thaïlandaise ou un météore ou n'importe quoi, on a beau dire à ce bonhomme, bon, je regrette, mais c'était pas un débarquement de martiens, c'était ça. Alors, soit le témoin se fâche parce qu'il se dit non, mais finalement, eux, ils sont pas bons, quoi. C'est ça, ils sont pas bons, vous n'êtes pas sérieux. Combien de fois on l'a entendu, vous n'êtes pas sérieux. Voilà. Ou alors, il faut brosser les gens dans le sens du poil. C'est ça. Souvent, avec des associations qui font pas du bon boulot, quoi, qui se contentent de compulser, d'enregistrer des témoignages et puis comme je le dis souvent, d'en faire des lignes et de classer ça sur une étagère. Ça va pas plus. Et il y a aussi le risque des associations aussi qui veulent être populaires et donc qui vont quelque part grossir le trait là où il n'y a pas besoin de grossir. C'est-à-dire que je pense que tu seras d'accord avec moi, Bruno, il y a quand même des gens qui ont besoin de croire en quelque chose d'exceptionnel et si on leur sert la soupe, quelque part on devient quelqu'un d'important, quoi. Tout à fait. C'est plus facile de croire à tous les niveaux. C'est plus facile de croire que de se poser des questions. Alors moi souvent je disais j'ai parfois plus de plaisir à expliquer quelque chose même si c'est simple que de pas comprendre ou d'avoir vraiment une interrogation. Toi tu préférais expliquer ou tu préférais ne pas savoir? Enfin voilà, qu'est-ce qui te plaisait, toi? J'essayais d'expliquer. Après, c'est ce qu'on faisait à l'époque avec l'association SOS OVNI, qui était une association nationale qui était sur Marseille, enfin sur Aix-en-Provence. Et on se faisait traiter de débunker de l'ufologie, parce que c'est 9 fois sur 10, on trouvait l'explication. Alors on disait, c'est vrai que j'explique tout. Bon, ben non, on n'expliquait pas tout. Mais c'est comme disait Perry Petrakis à l'époque où justement je ne faisais pas encore partie de SOS OVNI, il me disait, c'est dur de rester sur le fil du rasoir entre ceux qui expliquent tout d'un côté et ceux qui croient tout de l'autre. C'est pas évident tout ça. Après, bon, oui. Le problème, et je pense que tu seras d'accord avec moi, en ufologie, tout le monde est légitime quelque part, puisqu'il n'y a pas de formation, en fait. Donc, tout le monde a raison, quoi. Oui, il n'y a aucune formation, il n'y a aucun diplôme, chacun peut se prétendre ufologue, et après tout, pourquoi pas Pourquoi pas. Oui. Est-ce que tu penses, enfin moi je t'admets que je plaide plutôt pour ça, mais est-ce que tu penses qu'il ne faudrait pas à un moment qu'un organisme d'État, et je pense au GEPAN parce que je pense que ce serait son boulot, créer une formation à minima diplômante, c'est-à-dire au moins un week-end où on explique à des gens comment utiliser un logiciel d'astronomie, ce que c'est qu'un avion, ce que c'est qu'un nuage lenticulaire. Est-ce que tu penses que ça, ce serait utile ou pas pour assainir un petit peu le milieu? Oui, évidemment que ça serait utile, mais essaye de rassembler du monde. Déjà que c'est pas facile actuellement de trouver des gens motivés, bénévoles, etc. Donc, on peut pas. Moi, c'est facile à dire,
mais pas facile à faire, je pense. Et puis, est-ce que c'est un organisme d'État à faire ça? Je pense qu'il y a déjà pas mal d'associations qui font du boulot comme ça, qui proposent d'éduquer les gens, d'apprendre à différencier une étoile d'un réverbère, etc. Quoi. Et, enfin, en même temps, tu fais le constat toi-même dans ce livre que, mais encore une fois, on ne va pas acheter la pierre parce que là, on sait très bien de quoi on parle. Chaque association a quand même garde un petit peu son précaré quand même. ACK les diffuse pas spécialement. Lui, je lui parle pas parce qu'il est à l'association. Enfin, c'est super compliqué quand même. Ça a toujours existé et ça continue à exister. Ah ouais, je te confirme. Hein. Je te confirme, mais là. Mais bon, là, je crois que. Est-ce que dans les années 70, parce que voilà, mais est-ce que dans les années 70, il y avait plus de communication, plus de concorde quelque part dans le milieu ufologique ou c'était déjà la merde quoi? Ça existait déjà, il y avait ces jalousies entre associations qui garderait jalousement le cas pour lui. Non, ça a toujours existé. Ouais. En fait, dans l'ufologie, je remarque qu'on est peut-être plus dans la quête de qui détient la vérité plutôt que dans le partage de la recherche en fait. De se dire qu'on fait tout ça pour se poser des questions, pour chercher, pour aider les gens aussi qui ont pu voir quelque chose et pas forcément pour être celui qui a récolté le plus de cas, qui a eu le plus de preuves que les extraterrestres existent. C'est pas forcément ça le boulot d'un ufologue en fait. Le GEPAN l'a très bien compris à l'époque. Bon, on pourrait en parler longuement, mais ça va déborder. Je pense qu'on pourrait y passer la nuit, mais dans les années 70, quand le GEPAN a proposé la collaboration avec toutes ces associations privées, toutes les associations privées se sont dit, ouais, bonne maison, ça y est, on va collaborer avec un organisme d'État, ça va être super. Et puis, ils se sont aperçus au GEPAN qu'il y avait beaucoup d'enquêteurs qui faisaient n'importe quoi aussi. Parce qu'on ne peut pas non plus tout le temps jeter la pierre à l'organisme d'État. Et quand on voit que le boulot se faisait mal de notre côté aussi. Ouais. Donc, tout le monde s'est aperçu chacun de son côté que c'était pas possible, que cette collaboration n'était pas possible. Toi, tu avais assisté à cette réunion ou tu as... Non. J'étais un petit peu jeune à l'époque encore. Ouais. Je me souviens très bien de la création de la Fédération française d'ufologie. Ça devait être en 19, un truc comme ça. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Et tout le monde croyait que, voilà, ça y est, on était arrivé à quelque chose de bien. Et puis, toutes ces fédérations, ça n'a jamais marché finalement. Moi, je me rappelle, je ne sais plus dans quel livre j'avais vu ça, effectivement. D'ailleurs, la réunion dont tu parles, le GEPAN et les associations, il faut quand même savoir que c'était Claude Power qui en était à l'origine. Et Claude Power, quand même, c'est quelqu'un qui a fréquenté INEC, qui a fréquenté le Collège Invisible. La question, c'est est-ce qu'il y aurait eu un GEPAN sans Claude Power? Je ne pense pas, très honnêtement. Donc, quand Power dit on va faire cette grande réunion, je peux comprendre qu'il y ait quand même une espèce de vague d'espoir en disant on va réussir à créer quelque chose de costaud, quand même, de solide. Ouais, bon, après, ça n'a pas marché. Il y a eu de nouveau un essai, là, il y a quelques années, avec ces fameux IPN, instructeurs de petit niveau, qui n'a pas marché non plus. Alors, ça n'a pas marché, Bruno. Alors, confirme-moi, mais il y a quand même des IPN qui ont été jetés comme des cacas du jour au lendemain, quand même. Oui, bon, il faudrait connaître exactement ce qui s'est passé chez les uns et chez les autres. Bon, il va mettre en dehors de tout ça pour prendre position. Parce que, bon, non, je ne dis pas qu'ils étaient tous au niveau, les IPN, ce n'est pas la question. Parce qu'effectivement, il y a peut-être des gens qui étaient peut-être trop orientés vers quelque chose, quoi. C'est possible aussi. Du coup, moi, je voudrais savoir comment tu définirais le rôle d'un ufologue et du coup, par rapport à ça, comment toi, tu fonctionnes en tant qu'enquêteur de terrain? J'ai fonctionné pendant de nombreuses années grâce à la collaboration d'amis qui faisaient partie des mêmes associations. Là, ça fait quelque temps que je suis un petit peu seul dans mon coin, isolé géographiquement, mais en gardant quand même des contacts avec les uns et les autres, et puis notamment avec Milan Godot, puisque je suis toujours à la source. Quand il se présente un cas, quand on apprend un cas, on s'appelle, on décide qui va faire quoi. Voilà. Bon, le problème, c'est que depuis quelque temps, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de gros
grosses observations, quoi. Il n'y a pas de gros trucs. Mais même s'il se passait quelque chose d'important demain matin, je ne suis pas sûr qu'on soit à même d'entreprendre une enquête comme elle se doit. De se mobiliser, ouais, effectivement, de mobiliser les forces nécessaires pour, quoi. Oui. Ouais. Ça, c'est quand même un constat. Honnêtement, moi, je suis d'accord avec toi parce que je ne suis pas sûr aujourd'hui. On va dire que si un Valençol sortait, si un Aravilliers sortait, je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'on arriverait à les sortir. Non, on se battrait entre nous, ce serait le premier qui réglerait les lieux, on piétinerait le truc. Non, ouais, non, mais ça. Malheureusement, je suis d'accord avec ça aussi. Je pense que la gestion courtoise du truc serait pas terrible et malheureusement, ça porterait atteinte à l'enquête au cas, en fait. Ouais. On n'est pas prêt à avoir un gros cas, de toute façon. Je suis d'accord avec toi. C'est une remarque désagréable, mais enfin, je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus. Mais alors, je vais te faire un secret. Enfin, je vais te dire un secret, puisque dans ce livre, tu me cites, mais sans savoir que c'est moi qui l'ai écrit, parce qu'effectivement, j'avais lu le livre et j'avais dit que c'était quand même qu'on sentait quand même une espèce. Alors, presque de dépit de dire mais c'est compliqué d'avancer quand même dans ce domaine pour plein de raisons en fait. Il faut avoir la foi quand même quelque part. On se demande même des fois ce qui nous anime au final. La foi, ouais aussi. C'est pas le bon mot. C'est pas le bon mot en plus, mais il faut être motivé. La motivation, on la voit de moins en moins chez les gens. Le bénévolat aussi. Maintenant, tout le monde veut tirer les marrons du feu. Il faut se faire payer quand on fait une conférence, il faut se faire rembourser les frais quand on fait 5 km, etc. Donc, il n'y a plus le bénévolat qui existait dans les années 70, 80, 90. Voilà. Moi, j'ai toujours enquêté, je n'ai jamais rien demandé à personne. Vous voyez, bon, j'ai fait un bouquin, c'est pas pour gagner de l'argent. Alors que, voilà. Il faut le dire quand même, quoi, parce que des fois, on s'imagine que les gens ils font ça pour se donner une bonne. Vu le travail que ça engendre d'écrire un livre, moi, pour se faire mousser, quand même, il faut du courage. Hein. Bruno, mais quand même, Camille, on va se dire qu'on connaît quand même des gens qui, à une certaine époque, on fait des tests simplement pour avoir une carte avec un joli petit nom dessus. Hein. On va quand même. Bien sûr. Voilà. Mais voilà. Comme tout ce qu'on dit là, ça demande du courage d'écrire un bouquin sur ces sujets-là, de le faire publier ou même de le publier aussi à son propre compte. Hein. C'est un gros boulot aussi, c'est un gros investissement. De travailler sur des enquêtes pendant autant d'années et de pas lâcher le morceau. C'est un gros travail, ça demande vraiment beaucoup de motivation et je pense que c'est ça aussi qui manque à certains en ce moment pour certaines enquêtes. Après, bon voilà, c'est un tout où il y a peut-être moins de choses aussi croustillantes à se mettre sous la dent. Mais comme disait Bruno, si le tissu n'est pas là, l'écart remonte peut-être pas. Et si l'écart remonte pas, enfin voilà, c'est un cercle vicieux ou c'est un cercle vertueux, tout simplement. Bruno, tu soulevais un point aussi intéressant dans ce livre, c'est la presse, les médias. C'est un vrai sujet, ça, quand même. Bonne question là, j'ai l'impression. Je suis mal placé pour en parler, mais bon, on va dire que souvent quand on balançait un cas dans un journal, quel qu'il soit, si ça paraissait mystérieux, on avait la une. Si 3 jours après, on rappelait le journal en disant bon, ben, on s'est trompé, l'OVNI c'était une traînée d'avion ou c'était autre chose. On avait le journaliste qui nous disait au bout de fil, ah ben ouais, on va pas trop le dire parce que bon, c'est pas trop vendeur ça quoi. Donc c'est toujours pareil, on revient au même. Et bon, ça c'est la première chose à dire. Ensuite, la deuxième, c'est que les journalistes, ils sont pas au courant du tout de l'ufologie, ils savent pas ce que c'est. D'ailleurs, ils savent pas sur aucun sujet, ils sont pas trop. Surtout la presse, voilà, soyons honnêtes. Et puis ils ont pas le temps. Enfin, c'est pas leur jeter la pierre, mais ils ont pas le temps. Voilà. Tous les journaux, dans tous les médias, on est dans l'immédiateté, on n'a pas le temps de vérifier les choses. Donc c'est pour ça que là, on n'ira jamais bien loin de ce côté-là. Il ne faut pas espérer que les médias s'intéresseront sérieusement un jour au sujet. Alors,
Oui, alors s'intéresser, oui, parce qu'on sait très bien, et je le vois aujourd'hui, hein, que quand un article de la presse régionale ou locale traite d'une observation ou une autre, et pour en avoir parlé à des journalistes, ils savent que cet article va être beaucoup vu, beaucoup lu et beaucoup partagé. Donc, il y a une espèce d'intérêt économique quand même. Les gens aiment le mystère. Ouais. Mais comme tu dis, si derrière on explique, le rectificatif, il va être compliqué à obtenir parfois. Tous les quotidiens locaux, régionaux, nationaux nous ont fascinés pendant des mois sur Bugarach en 2012. Ouais. Pourquoi Bugarach alors qu'il n'y avait rien d'intéressant là-dedans? Enfin bon, c'est mon opinion personnelle. Ah mais bon, il y aurait eu autre chose à dire que Bugarach. Et pourquoi Bugarach? Parce que c'était la fin du monde, parce que voilà, on allait être sauvé si on allait gravir le sommet de Bugarach. Ah, puis il y avait quelques allumés quand même il y avait quelques personnages là-dedans qui faisaient bonne figure dans un article de presse si on voulait un peu rigoler quand même. Voilà. C'est pas sérieux. Le Christ cosmique, c'était quand même. Moi, j'aurais été journaliste, j'aurais été client, hein, je te le dis franchement, quoi. Je faisais un article, mais comme il faut dessus, c'est clair. Hein. Mais voilà, comment tu veux expliquer l'ufologie à un média, à un journal? Maintenant, il faut faire 4 lignes. C'est compliqué. On peut faire long. Donc, c'est plus possible. Non, mais encore une fois, c'est un constat qu'on a fait aussi. Et puis, il y a le journal et il y a le journaliste. C'est-à-dire que tu peux avoir un journal et tomber sur le bon contact ou sur le mauvais contact. Il n'y a pas si longtemps, il y avait un journaliste qui avait commencé à tirer les ficelles, mais les mauvaises ficelles, c'est-à-dire qu'il avait ses propres convictions. Et là, sur le coup, il confondait les lanternes avec autre chose. Et c'était compliqué de le rappeler, de lui dire, ouais, mais là, vous dites un peu des conneries, quoi. Donc, mais je pense que ça a toujours été le cas, quand même. Oui, ça a toujours été comme ça, il y a longtemps. Ouais. C'est bon, là, on est le cas avec l'Indépendant qui a fait un copier-coller d'un tabloïd. Nous, on l'a appelé en lui disant, mais là, vous dites une énorme bêtise. Et au lieu de rectifier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement supprimé l'article, quoi. Moi, je trouve que c'est pas très respectueux des lecteurs, quand même. Bon, je ne ferai pas de commentaires. Non, mais enfin, est-ce qu'il y avait autant de moqueries justement à l'époque, ou est-ce que c'est plus aujourd'hui qu'on détourne le sujet? Il y a moins de moqueries qu'à l'époque. Alors, aujourd'hui? Non. À l'époque, on se fichait des gens qui s'intéressaient aux ovnis. Mais dans les années 70, tu veux dire, ou plutôt dans les années 80? Dans les années 70-80, il y avait ce petit terme moqueur. D'accord. Dans les années 70-80, on ne rentrait pas dans une gendarmerie, alors que maintenant on le fait. Le sujet est quand même pris un petit peu plus au sérieux. Ouais. Moi, il me semble. Enfin, ça dépend les gendarmes, encore une fois. Hein. Pour avoir eu quelques gendarmes au téléphone. Oui, bien sûr. Mais bon, à l'époque, on te regardait d'un air moqueur. D'ailleurs, on se cachait. Enfin, on se cachait pas, mais on avait presque honte quand même. Voilà, il y avait. Vous contourniez un petit peu le sujet, quoi. Oui, tout à fait. Alors que maintenant, c'est quand même, bon, ça s'est démocratisé. Il n'y a pas de souci avec ça, quoi. Tu sais que j'ai un fait d'armes pour les gendarmeries. Hein. On avait travaillé sur un cas à Sainte-Maxime. Et en fait, la vague d'ovnis, enfin l'ensemble des ovnis avait traversé le golfe de Saint-Tropez. Donc j'ai quand même dû appeler la gendarmerie de Saint-Tropez pour leur demander s'ils avaient eu des remontées d'observation d'ovnis, quoi. Donc, mais ils ont été cool, hein. Ils m'ont pas pris pour un con, ils n'ont pas dit le gars se fout de notre gueule. Non, ils m'ont répondu, non, on n'a rien, quoi. Donc, mais ça c'est. Ils se renseignent quand même. Quand tu entres dans une gendarmerie, il y a le coup de fil derrière, quoi. Oui. D'où il vient, si c'est rigolo, on laisse tomber. On est bien d'accord. Alors, on parle de gendarmerie, justement. Bon, alors, on sait que dans les années 70, si on parle du GEPA, par exemple, ils avaient un état-major de folie, parce que quand je dis état-major, c'est-à-dire que le GEPA avait dans son bureau des vrais militaires, des généraux, des capitaines de gendarmerie. Enfin, c'était quand même... aujourd'hui, on pourrait plus l'imaginer, non? Enfin, tu penses que ce serait encore possible? Oui, pourquoi pas? Je sais pas. J'ai l'impression que le sujet est galvaudé, ou qu'en tout cas, il est plus blindé, et qu'aujourd'hui, un général ou un gendarme aurait du mal à aller dans une association ufologique. Bon, il y a des anciens gendarmes qui font partie de l'association, pas en activité. Oui, voilà. Qui sont plus en activité. Oui. C'est clair que... Alors, toi, aujourd'hui, au bout de ces 40 ans,
tu tires quel constat? Parce que tu disais quelque chose qui était tout à fait juste, hein, parce que je l'ai lu ton livre, hein, il ne faut pas croire, je lis. Ça va, tu peux regarder que la couverture. Alors. Non, j'ai tourné les pages, et d'ailleurs, je le prouve, non, je plaisante, mais tu dis quelque chose à la fin de... Il faut que je retrouve, normalement, je l'ai... En fait, il dit juste la fin, tu sais. Non, ah là, mauvaise langue, c'est vraiment... Alors, c'était... En fait, tu disais, est-ce que quelque part, il ne faudrait pas tout reprendre à zéro? Est-ce qu'il ne faudrait pas réinitialiser le logiciel et repartir à zéro, à dire, bon, on ne sait rien, oublions un petit peu toutes les théories qu'on a pu sortir et reprenons les choses à zéro avec les données qu'on a? Ah ben, il ne faut pas prendre tout pour Jean-Paul Temps. Hein. Je dis beaucoup de bêtises aussi. Non, alors je vais le lire justement parce que je trouve que c'est... Enfin, il y a beaucoup de passages qui m'ont énormément plu dans ton livre. L'autre question, évidemment, est de savoir si le problème a été pris par le bon bout. Je suis complètement d'accord avec ça. Ne faudrait-il pas tout reprendre de zéro, mettre à l'oubliette toutes nos théories, nos a priori, de façon à avoir un regard neuf, faire comme si nous commencions seulement à étudier le dossier, tout en nous servant quand même ensuite seulement des acquis, car les études passées pourraient alors nous aider. Si nous ne savons toujours pas ce que sont les ovnis, nous savons à quel moment ils apparaissent, quelle forme ils ont, quelle est la teneur des messages reçus, quels en sont les effets constatés, etc. Le travail accompli par d'autres n'aura pas été inutile. Moi, je suis désolé, mais quand je lis ça, ça me plaît beaucoup. Ah oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord avec ce que j'ai écrit. Bon, tu vois. Non, mais il y a du boulot, c'est sûr qu'il y a un gros boulot. Mais bon, après, ce qui a été fait ne sera pas inutile, c'est certain. Même si on a été sur des mauvaises voies à plusieurs reprises. Mais bon, tout ce qui a été fait sera utile. Est-ce que c'est pas ça la motivation qu'on a aujourd'hui de se dire ça servira à quelque chose à un moment? Tu citais Bergier et Powell, et je l'adore cette phrase. Nous ne sommes que des casseurs de cailloux, d'autres feront la route. Moi, quand j'ai lu cette phrase dans Le Matin des Magiciens, j'ai saigné du nez. J'ai dit, mais c'est magnifique. Est-ce que c'est pas ça le moteur? C'est plein de bouquins que je l'ai cité, Bergier, je crois que c'est ça. Hein. Oui, c'est dans celui-là. Ouais, magnifique cette phrase. Magnifique. Oui, ça a servi. Même si on a fait des erreurs, oui. Tout ce qu'on a accumulé, ça va servir à d'autres, c'est certain. Après, on a essayé comme l'orthothénie d'Émile Michel, qui n'a pas été prouvée, hein, tout simplement, quoi. Voilà, qui n'a pas tenu le. Les océlides de Jean-Charles Fumou, il y a eu la théorie des failles de Raymond Velli, Fernand Lagarde, je crois, à l'époque, je crois qu'il était à Lumière dans la nuit aussi. Enfin, il y a eu toutes ces hypothèses, toutes ces bases de travail qui n'ont rien donné, mais bon, il fallait. De toute façon, qui ne fait rien. Voilà. Donc, je crois que c'est le propre de la recherche d'avancer une idée, mais de l'avancer, mais que les autres s'en emparent, non pas pour la déchiqueter, pour dire mais qu'est-ce que tu es con, mais plutôt pour dire ok, est-ce que c'est solide, travaillons ensemble. Et ça veut dire aussi que celui qui émet l'idée accepte qu'il n'en restera peut-être pas grand-chose, voire rien, mais au moins on aura travaillé honnêtement, quoi. C'est au profit de la recherche, en fait. Du moment que tu n'aimais pas l'idée pour toi ou pour ton ego, en fait, pour te dire j'ai raison, et que c'est plutôt émettre une idée pour faire avancer, entre guillemets, la science et la recherche, je pense que dans ce cas-là, il y a une autre motivation qui arrive derrière. Et tu peux peut-être plus accepter que ce soit démonté et en fait d'utiliser peut-être une théorie pour rebondir sur une autre et ainsi de suite. Je ne veux pas prétendre à détenir la vérité. Personne n'a la vérité. Le phénomène, on ne le connaît pas. Donc, voilà. Après, tout ce qu'on fait, les uns les autres, qu'ils soient ufologues de salon ou ufologues de terrain, c'est pareil, quoi. Ça va servir à l'autre. Bruno, moi, je te pose la question parce que on va dire que la thèse OVNI, allez, on va parler d'Estimate of the Situation, hein, juillet 1948, après le cas Childs-Whitted. Est-ce qu'on est allé trop vite avec la thèse extraterrestre ou pas, à ton avis? Je ne sais pas répondre à ces questions. Rien. Je ne sais pas. Pas du tout. C'est compliqué. Est-ce que là, ton retour après 40 ans de terrain, c'est énorme. Est-ce que tu as l'impression d'en savoir plus sur le phénomène ou pas du tout? Plus j'avance, moins j'en sais. Bon, moi j'arrête ce soir, je vous le dis. Hein. Moi c'est bon. Bruno Bousquet qui me dit au bout de 40 ans, plus j'avance, moins j'en sais, j'arrête, je passe à autre chose, je vais faire autre chose. Bon. Si je savais, si j'avais la foi, si je croyais en quelque chose. Eh ouais, ce serait plus simple.
je serais plus heureux aussi, parce que bon, je t'ai le croire. Mais le malheur, c'est que on est tous au même point. Au bout d'un certain temps, on s'est dit. Et non, Bruno, non, Bruno, c'est ça le problème. On n'est pas tous au même point. Il y en a qui sachent. Il y en a qui sachent. Et il y en a qui croivent. Il y en a qui croivent. Non, mais je le dis, je me moque. Mais quand je dis il y en a qui croivent, je vous dis pas vous êtes des tarés à croire aux extraterrestres. D'un autre côté, je vous dis vous êtes des tarés à croire qu'il n'y a rien. Enfin, je veux dire, voilà, c'est des deux côtés. Oui, tout à fait. C'est comme tout, c'est les excès qui sont pas bons. On est d'accord. C'est croire aveuglément qui n'est pas bon. C'est pas le fait de croire tout court. Bah, tout à l'heure, Bruno tous en quelque chose. Bruno parlait de funambule et je suis tout à fait d'accord avec cette position. C'est difficile de marcher sur un fil. Après, bon, les cas, on en a tous. Après, il y a tellement de choses à jeter. Il y a 80% des choses à mettre au panier. Après, il y a 20% des cas intéressants. Et il y en a 1% peut-être où on se dit, ah, tiens, qu'est-ce que c'est? Point d'interrogation. Ouais, reste une impression de bah on ne sait pas quoi. Voilà, ouais, c'est vrai que. Et là, je te rejoins. La qualité du témoin va faire que. Et c'est là où je te rejoins complètement. C'est la rencontre avec le témoin qui va quand même permettre de se forger aussi une opinion, parce que c'est trop facile sur un simple écrit ou une simple photo de se dire moi je sais quoi. Oui. Là, il faut des véritables enquêtes. Et le malheur, c'est que les véritables enquêtes, il n'y en a pas beaucoup. À l'époque, elles ont été mal faites. Et actuellement, on aurait les moyens, mais il n'y a personne motivé pour les entreprendre. Ouais, il n'y a pas un maillage assez serré peut-être au niveau du territoire. C'est peut-être le pessimisme. Moi, on me dit toujours que j'étais pessimiste. Jusqu'à maintenant, je disais non, je suis réaliste. Je suis d'accord avec ça. Peut-être qu'il y a une part de pessimisme parce que je vois qu'on n'a pas avancé, c'est certain. Ah bah, le réalisme, c'est ne pas vivre au pays des bisounours. Donc effectivement, on peut voir ça parfois comme du pessimisme. Hein. Je suis d'accord là-dessus. Alors, Bruno, quand même, il y a une question que je voulais te poser, parce que là, on est resté un petit peu au niveau français, mais bon, depuis le 16 décembre 2017, qu'on le veuille ou non, il y a une évolution sensible de l'ufologie par rapport à ce fameux article du New York Times, par rapport à ces fameuses vidéos, à tout The Star Academy, parce que quand même, le gars, Tom DeLonge, a réussi à embarquer des gars comme Chris Mellon, comme Luis Elizondo. Est-ce que c'est un dossier que tu suis? Est-ce que c'est un dossier qui, quelque part, t'inspire ou t'interroge? Je suis d'assez loin. Ouais. Et pour être tout à fait franc, je n'y crois pas trop à toutes ces révélations imminentes de gens qui arrivent à la retraite, au seuil de la mort, qui veulent parler. Bon, ça me laisse un peu dubitatif. Voilà quoi. Bon, c'est une opinion tout à fait personnelle, mais je m'intéresse pas trop à ce truc-là. Tu as du recul, tu attends de voir un petit peu comment ça évolue, quoi. Ouais, c'est sûr que bon, mais ces vidéos, quand tu les as vues, toi, qu'est-ce que tu t'es dit? Ça peut être tout, ça peut être tout et rien. Ouais. Bon, puis il y a le côté américain, show business. C'est une grosse machine. Chez nous, on ne sait pas ce qui se passe à notre porte. Alors, comment aller vérifier ce qui se passe là-bas en Amérique C'est compliqué. Mais tu trouves que c'est plutôt positif ou c'est trop le grand barnum pour toi pour faire avancer les choses? Pour moi, c'est pas positif. D'accord. Ouais. Ouais. Voilà, ma question, c'est est-ce que tu penses que ça peut attirer des jeunes qui, à travers ça, vont peut-être s'intéresser un peu plus à l'ufologie? Là, en disant ça, je ne vais pas trop dans le sens de nombreux ufologues qui disent ah, mais dis, on dirait qu'il y a un chouïa de quelque chose qui se prépare. Voilà. Quoi. Non, mais c'est ça qui est intéressant avec ton discours, Bruno, c'est que, voilà, tout à l'heure, tu disais, des fois on me traite de pessimiste, mais je crois que tu es quelqu'un de très pragmatique au final, et au bout de 40 ans, tu as dû en voir tellement qu'à un moment, voilà, tu t'emballes plus non plus dès qu'il y a un bout de soucoupe qui monte son nez, quoi. Ce que je dis toujours, quand je parlais tout à l'heure que je sautais dans ma voiture pour faire 500 bornes, actuellement, si on m'appelle un soir et qu'on me dit je viens de voir un truc, je dis moi, écoutez, prenez un papier, un crayon, rappelez-moi le même matin, parce qu'on m'a eu appelé, c'était minuit ou 1h du matin à l'époque. Alors bon, ça va un moment, mais
on a aussi une vie de famille, hein, on a du boulot, on n'est pas toujours disponible 24 heures sur 24 pour écouter un témoin, voilà quoi. Donc maintenant, je réagis différemment. À l'époque, ça allait bien. Maintenant, j'ai dit au témoin, oui, écoutez, prenez des photos, faites-moi un dessin, on se rappelle demain, on fera le point. Voilà où j'en suis, quoi. Ben nous, on n'a jamais voulu ouvrir une ligne téléphonique pour ça, justement, pour que ce soit pas non plus. Et je me rappelle un jour, un journaliste fait un article, je sais plus, on avait expliqué quelque chose, il fait un article, et à la fin de l'article, il dit bon, si vous faites une observation, vous pouvez contacter Pascal Fechner au 06 machin. Je fais oh putain, je l'ai appelé de suite, j'ai fait mais dégagez mon téléphone, vous êtes folle ou quoi? Non, mais c'est bien d'avoir des gens qui appellent. Le problème, c'est que c'est un article de presse avec un numéro de téléphone à la fin. Les gens vont appeler pour dire moi, il y a 10 ans, j'ai vu. C'est ça. C'est ça. Ça, on ne peut absolument rien faire. Je ne sais pas si tu te souviens, et c'était Thierry Gaulin qui allait en faire les frais, mais il a réagi de façon impériale et au final, le con, c'était pas celui qu'on croyait. Je sais pas si tu te souviens, quand Coé a appelé Thierry justement. Oui, c'est récent, ça, il y a quelques mois. Il y a 2 ans à peu près, quoi. Non, même pas tant que ça, je sais pas sûr. Ah, au moins 2 ans quand même. Et Coé, son truc est tombé, mais comme un soufflé, parce que Thierry restait impérial, propre, il s'est pas emballé, et Coé, il s'est épuisé à essayer de rendre le truc marrant. Les gars dans le studio étaient morts de rire, mais on savait pas pourquoi, parce que c'était pitoyable, quoi. Donc, ce qui est marrant, c'est que finalement, dans l'ufologie, quand on me pose la question, on me dit ouais, est-ce qu'il y a des canulars, est-ce qu'il y a des gens qui se foutent de vous, tout ça. Non, il n'y en a pas. Attends. Si un jour, j'ai quand même un gars qui s'est dessiné le sexe en bleu et qui nous a envoyé la photo en disant c'est un ovni, quoi. Et j'ai dit bon, c'est bien mon gars, tu t'es bien amusé, mais je pense que pour enlever la peinture, maintenant tu vas bien t'amuser, quoi. Je pense qu'il est encore bleu, le gars, hein, mais bon, à un moment il a dû se dire je vais le laisser comme ça ira bien. Bon, sur cette note de Schtroumpf. Alors, moi, il y a une dernière question que j'aimerais te poser, Bruno. C'est le dossier OVNI et nucléaire. Toi, c'est quoi ton avis dessus? C'était la question Colombo, tu sais. Je dois répondre. J'ai remarqué. Ouais. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'ufologues en ce moment qui se préoccupent de ce sujet-là. Ouais. Ils font des livres, des conférences sur les ovnis et le nucléaire. Ouais. Je ne sais pas trop quoi en penser. Ouais. D'après moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait un rapport. Toi, de ton expérience, tu n'as pas eu spécialement des corrélations ou des confirmations qu'il n'y avait rien, quoi? Non. C'est peut-être vrai que dans les années 40, suite aux premiers essais, etc., voilà. Ça, c'est une chose. Mais après, le fait de dire que y en a qui trouvent des corrélations, on peut trouver des corrélations n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Regarde, il y a cette vague de mutilation de bétail. Hein, j'ai quand même eu un commentaire d'un gars qui m'a dit c'est des petits gris, c'est des sous-petits gris et c'est des chupacabras, quoi. Et je pense qu'il pensait vraiment ce qu'il disait, quoi. Voilà. Non, mais pourquoi pas, hein, je veux dire. Mais pour toi, OVNI et nucléaire, c'est plus conceptuel que factuel, en fait. Oui. On peut trouver n'importe quoi. Un petit peu d'anthropocentrisme, quoi, de dire on fait les cons avec le nucléaire, donc automatiquement il viendrait faire ce qu'il faut si ça devait partir en live. On avait dit les ovnis sont attirés par les centrales, puis on avait dit les ovnis sont attirés par les voies ferrées, par ma grand-mère qui fait des vélos, voilà quoi. Et, ça, tu l'as écrit d'ailleurs. Il est dans le livre, ma grand-mère fait du vélo, hein, je vais vous le dire. J'en ai parlé, ouais. Je le sais. Parce que ma grand-mère ne faisait pas de vélo, c'est pour ça que ça m'a interloqué. J'ai dit, mais non, elle ne faisait pas de vélo, ma grand-mère. Bruno, on est bientôt à l'heure d'entretien, tu vois, ça passe assez vite, hein, en général. Hein, et surtout quand on est en bonne compagnie, c'est certain. J'ai envie de te dire, toi, si un jour on disait, voilà, monsieur Bousquet, on va vous dire la vérité, mais il faut la garder pour vous, qu'est-ce que tu aimerais entendre? Qu'il y a une forme de vie ailleurs dans l'univers, qu'on a été visité ou qu'au final, tout ça n'a été qu'une méprise
parfois exploité à des fins commerciales ou farfelues? Ben, si c'est qu'une méprise, si c'est qu'une exploitation, ça aurait été dommage de passer ma vie à m'occuper de ça. C'est sûr. J'aurais mieux fait d'aller jouer au boule ou la planter les navets à ce moment-là. Ça aurait été plus productif. Non, après, mais c'est clair. Depuis dans l'univers, j'y crois. Enfin, j'y crois. Je pense que ça existe. Voilà, évidemment. Mais de nouveau, le problème est différent entre la probabilité de civilisation extraterrestre et le voyage possible, les apparitions d'ovnis, c'est autre chose. En fait, c'est deux choses peut-être différentes. Le phénomène ovni, on ne le connaît pas, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas s'il est extraterrestre, s'il vient d'autres univers, s'il vient du futur, s'il vient de... On ne sait pas, on ne sait rien. Donc, il y a un fait, quelque chose qui existe, puisque tout le monde ne raconte pas des bêtises. Tout le monde ne voit pas un ovni quand ils sortent de boîte le dimanche matin à 5h du matin. Il y a des faits, il y a des trucs intéressants, des trucs qu'on n'explique pas. Voilà, point. Après, tout le reste, c'est que de l'hypothèse et chacun y va de son hypothèse en fonction de ses a priori, de sa culture, voilà. Non, mais quand même, Bruno, même s'il n'y avait rien, ce que je ne souhaite pas, hein, très honnêtement, ce serait terrible. Tu dis, ce serait quand même terrible d'avoir passé sa vie à ça. Mais enfin, au-delà de ça, l'ufologie, c'est quand même, tu le dis toi-même, ça nous oblige quelque part à pousser nos frontières, à découvrir des domaines, que ce soit l'histoire, les maths, et surtout à faire des rencontres extraordinaires. Enfin, moi, pour l'instant, de mon petit parcours ufologique, ce que je retiens surtout, ce sont non pas les rencontres des autres, mais les rencontres avec les autres, c'est-à-dire mes frangins terriens. Puis on fait des super rencontres quand même, on fait des belles rencontres. Ça m'a apporté énormément l'ufologie. C'est grâce à l'ufologie que j'ai appris la géographie. Je connaissais ma géographie, la carte de France, les départements, les localités où il y a eu des observations, tout ce qu'on veut. Tu devais connaître des petits patelins que personne ne connaissait à part les gens qui étaient à 20 km, quoi. Moi aussi, je m'amusais à pointer mes punaises sur des cartes. On a tous fait ça, je crois, plus ou moins, quoi. Voilà, ça a apporté. Puis ça a permis de rencontrer des gens intéressants. C'est ça. Il y a eu beaucoup d'allumés dans l'histoire, dans le lot. Et puis, il y a eu des gens intéressants. Mais même les allumés, au final, après, à la fin, tu te dis, bon, en fait, c'était quand même marrant de le regarder, quoi, de le regarder dire des conneries, quoi. Enfin, c'est une perte de temps, mais bon, ça fait partie de l'ufologie aussi. Là, en parlant de rencontres, quand même, bravo, monsieur Sébastien Raoult, hein, qui s'est tapé un petit gueuleton avec Jacques Vallée en loose day. C'est ça. Beaucoup auraient voulu être à sa place. Quand il m'a appelé ce matin pour me dire ça, il n'était pas peu fier quand même. Mais je le comprends, parce que je pense que je me la serais bien pété aussi. Il a resté beaucoup maintenant. Des vieux ufologues, il ne va pas rester des masses. Non, moi, je dis franchement, j'ai rencontré Jean-Claude Bourret avec Nico Augusto à Paris en mars. J'étais super content parce qu'en plus, c'est un mec adorable. Enfin, voilà, moi, je trouve ce qui est génial dans l'ufologie, c'est la rencontre. Voilà, Camille, on ne se serait pas connu sans l'ufologie. Voilà, des gens comme Bruno, des gens comme Thierry, des gens comme Gilbert Attaro-Crops, comme Patrice Galacteros à OVNI Paris, comme Michel aussi au Crops. Enfin voilà, c'est des rencontres. Egon, Jocelyn, il y a beaucoup de gens qu'on a. C'est formidable en fait. Et moi, c'est ça qui me plaît aujourd'hui. Je me dis, ça vaut le coup de continuer pour ça, parce que d'une part, comme tu disais, ce qu'on fait servira à d'autres. Et puis surtout, on rencontre des gens géniaux, quoi. Et même pas que autour de l'ufologie, c'est-à-dire que toutes ces personnes-là sont riches même en dehors des sujets UFO. C'est que du coup, s'intéresser à ce sujet-là ouvre aussi à s'intéresser à plein d'autres sujets. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que d'échanger avec les uns et les autres, qu'on soit d'accord ou pas sur chacun ses théories sur l'ufologie, les théories extraterrestres, peu importe, c'est que ça nous fait découvrir d'autres choses et que ça nous fait ouvrir notre esprit. Et pour moi, c'est ça qui est beau dans cette aventure-là. Et par exemple, on passe une soirée avec Bruno Bousquier à discuter. Voilà, ça, sans l'ufologie, on ne peut pas le faire. Moi, si je ne m'étais pas intéressé à l'ufologie, je ne me serais pas intéressé aux dames blanches qui font le saucisson au bord des routes. Ou à autre chose, à d'autres sujets. C'est ça. Ou à questions mariales ou à d'autres trucs. En fait, quelque part, on rajoute, on fait un pas de côté, on fait un think outside the box, en fait. Et moi, je trouve que ça donne du piquant à la vie, quoi. Même si des fois, on se dit, bon, ça, c'est vraiment des bêtises. Mais voilà,
D'ailleurs, je lance la perche, hein. Bruno, si tu veux venir discuter de ces sujets-là aussi sur Maybe Planet, c'est avec grand plaisir. Ah bah nous on est. Il n'y a pas de raison. Hein. Parce que le but maintenant du Maybe, c'est pas de parler que d'OVNI, c'est d'agrandir un petit peu les sujets. Donc voilà, bientôt on sera à même d'inviter plein de gens pour parler de plein de sujets différents. Et ça va être vraiment cool. Justement, où est la limite, hein c'est ça. À partir du moment où on dit peut-être, c'est que c'est open pour nous. Une fois que la limite est une fois que on a passé les bornes, je ne sais plus comment c'est la citation. Ça m'a échappé maintenant. Et moi, c'est vrai qu'il y a des ufologues qui s'intéressent aux ovnis et puis qui ne veulent pas entendre parler d'autre chose. Ah, c'est ça. Bah, nous, on est valéistes. Hein. Nous, on est valéistes. Voilà, on pourrait passer ces soirées à discuter de tous ces sujets sans pour autant gober tout ce qui passe et être naïf, hein, c'est pas la question, mais voilà, c'est passionnant, c'est enrichissant, et puis de toute façon, ça fait des beaux souvenirs, je trouve. Bon, du coup, là, on a beaucoup parlé en fait de ton avant-dernier livre, mais moi, j'aimerais que tu nous parles un petit peu du dernier. Voilà, est-ce que pour finir l'émission, tu peux nous pitcher un petit peu, voilà, l'affaire B, justement. On a encore une paire d'heures devant nous. Allez, ça va. Allez, 2-3 heures. Juste, voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire au lecteur pour qu'il découvre l'affaire B, qu'ils aient envie de découvrir l'affaire B? Déjà, c'est un petit peu un bouquin intéressant du fait que c'est pas un truc qui a été piqué d'ailleurs, voilà, c'est une véritable enquête, ce qu'on appelle une enquête une investigation, quoi, qui m'a pris quand même une dizaine d'années de boulot, d'aller voir le témoin, je sais pas combien de fois, des dizaines et des dizaines de fois, une confiance qui s'est instaurée entre l'enquêteur et le témoin, ce qui fait que j'ai appris plein de choses que le témoin n'avait jamais racontées à d'autres. Cette enquête, je l'ai entamée en 1995 à peu près. À l'époque où Perry Petrakis, qui était président de SOS OVNI, m'avait appelé en disant: j'ai personne dans le département, est-ce que ça t'intéresse d'aller voir ce qui se passe là-bas du côté de Montpellier? Voilà, c'est parti de là. Je ne faisais pas encore partie de l'assaut et j'ai attaqué cette enquête avec lui, quoi. Après, il y a eu j'ai pris des notes, j'ai enregistré, je faisais des vidéos, etc. J'en avais sorti un premier document qui était paru par l'association SOS OVNI, mais qui n'était pas abouti finalement. Il y avait plein de trucs manquants. Et puis, de fil en aiguille, j'ai essayé de chercher des failles. Chaque fois que le témoin me racontait quelque chose, je me disais, bon, est-ce qu'il débloque pas? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que, voilà. Alors, j'ai essayé de gratter partout, même où ça fait mal des fois, parce que bon, on ne peut pas parler de tout ce qu'il a vécu, parce qu'on y passerait la nuit, mais il y a eu plein de trucs intéressants ailleurs que l'observation elle-même du mois d'avril 1955, puisque cette observation s'est déroulée en avril 1955, donc j'étais même pas né à l'époque. Le problème, c'est qu'il y a eu des suites psychologiques, il y a eu des suites physiques. Son chien est mort le lendemain de l'observation dans des conditions atroces, puisqu'il tournait en rond, il devenait tout bleu, les chairs se décomposaient, etc. quoi. Donc, voilà, j'ai essayé d'avancer, alors contacter les uns, contacter les autres, aller dans les gendarmeries, essayer de retrouver le PV de gendarmerie, écrire au GEPAN à l'époque qui s'était occupé du cas, retrouver les enquêteurs qui avaient relevé les premiers témoignages, que ce soit Palmos, Véronica ou d'autres, le médecin qui avait soigné le témoin. Voilà, c'est ça le vrai boulot d'enquête, quoi. C'est le témoignage d'une enquête de terrain en bonne et due forme. Alors, il est certain qu'il est impossible d'entreprendre un truc comme ça pour chaque cas. On y passerait notre vie. Donc, il a fallu faire un choix. Et ce choix a été fait fortuitement. Ben, disons que c'était l'époque où je me suis désintéressé d'accumuler des données et des données. Quand je me suis dit finalement, ça sert à quoi on va passer sa vie à accumuler des cas si on ne se pose pas un moment pour approfondir le truc. Alors, j'ai essayé de m'intéresser à des cas qui paraissaient utiles, quoi. Avec quelque chose à creuser.
Voilà, pour voir si vraiment il y avait quelque chose derrière. On va rappeler que c'est un livre de 350 pages quand même. Hein. C'est un livre de 350 pages quand même. Donc c'est un beau pavé quand même. Hein. Ouais. Oui. C'est un beau pavé, donc chez JMG, chez notre ami Jean-Michel Grandcir. Alors donc, comme on le disait en début d'émission, Jean-Michel nous indiquait qu'il était disponible sur son site, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis bon, JMG de toute façon c'est bien distribué, donc vous pourrez le trouver dans toutes les grandes enseignes sans difficulté. Voilà. Tu as prévu peut-être des... Alors je dis ça, je ne sais pas si tu as pensé, mais tu as prévu des séances de dédicaces dans des endroits ou d'autres? C'est déjà en cours, j'en ai déjà prévu dans ma région évidemment, parce que ouais. Alors, loin. Bruno, je te demanderai de nous communiquer les dates si ça ne t'ennuie pas, parce que nous, ça nous permettra de communiquer, de dire aux gens que tu es en dédicace à tel ou tel endroit. Nous, on partagera l'information avec un grand plaisir. Mais déjà, je peux annoncer le 28 octobre, puisqu'il y a une signature qui est prévue à la librairie Joie de connaître à Bédarieux, c'est dans l'Hérault. D'accord. C'est une librairie qui ouvre ses portes à de nombreux auteurs, comme ça. C'est bien. C'est quoi? C'est juste dédicace ou tu fais une petite conférence Les gens peuvent venir. Non, c'est pas une conférence, c'est juste pour présenter le bouquin. Mais les gens peuvent venir, liberté, voilà. Alors, on parle de Bédarieux, mais il va se passer quelque chose à Bédarieux en novembre aussi, quand même. Pas à Bédarieux. En novembre, c'est à Pérol. Ah, pardon, c'est à Pérol, excuse-moi. Oui, pardon, c'est à Pérol. Je mélange. Alors, à Pérol, c'est le congrès OVNI Languedoc, avec pour la première fois un premier festival de court-métrage. Ça n'a jamais été fait jusqu'à maintenant. Ouais, c'est vrai. Une grande première. Ça va être très sympa, je pense. Et encore une fois, je suis désolé, hein, mais encore une fois, l'affiche déchire, quoi. Vraiment, Laurent, c'est Laurent qui l'a fait, j'imagine. Hein, Laurent. En espérant que tout pourra se passer comme prévu, évidemment. Il faut pas mettre de conditionnel pour tout cette année, vu la crise Covid. Donc on parle un petit peu trop, mais bon, elle est là, il faut bien faire avec. Ouais, on est obligé quand même de faire des projets. Voilà, donc il y aura ce festival court-métrage, plus quelques interventions des uns et des autres. J'en ferai une petite intervention, j'essuie le plâtre, je crois, le matin du premier samedi jour. matin. Samedi matin, tu y es, effectivement, sur les mutilations animales, je crois. Voilà, enfin, sur le cas des taureaux d'Aubanel, plus les observations d'OVNI des années 70 dans ma région. J'y aurais assisté avec plaisir. Mais le samedi, ça risque d'être compliqué pour moi. Avec Camille, on essaiera d'être là le dimanche, au moins, même si on aurait préféré être là tout le temps. Alors, moi, je t'admets que je trouve ça très beau d'avoir fait un prix Bernard Dupuy. Parce que Bernard Dupuy, pour le grand public, c'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais c'est quelqu'un qui faisait partie de l'association et qui est parti l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, Bruno? Voilà, c'est ça. Il était président à l'époque, dans les années 70, il était président du groupe Valmos de Montpellier. Et il avait disparu de la scène ufologique pendant quelques années. Et on l'a retrouvé, OVNI Languedoc. Il est revenu avec vous, Et donc, il est parti l'année dernière. Donc, je trouve ça très bien de faire un prix Bernard Dupuy. Pour un court-métrage ufologique, je pense qu'il n'aurait pas été contre l'idée, je pense. C'est une belle commémoration, en tout cas. Je pense qu'il aurait même trouvé ça plutôt sympa, effectivement. Donc, voilà. Mais c'est un peu la force d'OVNI Languedoc, voilà, cette humanité à travers la recherche des autres. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette association, très honnêtement. Parce qu'à la différence de beaucoup d'associations, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition, et il y a juste des gens qui se rassemblent pour essayer d'avancer sur le sujet. C'est tellement rare. C'est juste un coup de couteau, mais c'est pas méchant. C'est sûr. Moi, je me rappelle, j'avais fait une petite interview de Thierry, et qui m'avait dit, un moment on était tous ensemble, et j'ai réfléchi à de qui l'association pouvait se passer, et il en est venu à la conclusion qu'en fait l'association pouvait se passer que de lui, quoi. C'est-à-dire que tous les membres étaient importants, lui pouvait se casser, ça tiendrait, mais il n'y a que lui qui pouvait s'en aller, quoi. Bon, c'est Thierry Gaulin, hein, donc c'est totalement faux, hein, mais bon. C'est ça, c'est ça. C'est Thierry Gaulin. Donc bon. Non, mais ils font toujours un travail d'excellente qualité, en tout cas. Donc bravo à eux encore une fois. Si ça peut se faire, je vous invite vraiment à y aller.
Et si vous pouvez les 2 jours, parce qu'il y a encore un très beau plateau cette année, donc voilà. Et en plus, Bruno est là le samedi matin, donc tu feras une petite séance de dédicace aussi au congrès ou pas? Ouais, il y aura les bouquins de toute façon. Hein. Je vais faire quelques bouquins, bien sûr. Ouais. Bon. Ça va être encore un chouette moment de partage et de convivialité. Une des rares associations qui arrive à fédérer autour d'elle et c'est pas simple. Et donc, c'est assez rare pour être souligné, effectivement. Bruno, on va te laisser le mot de la fin. Bon, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous parce que nous, on s'est régalé, très honnêtement. C'est vrai. Et le mot de la fin. Honnêtement, tu n'as pas de quoi. Non, Bruno, j'ai passé un très bon moment avec toi. Voilà, ça a été très agréable de parcourir ces années d'ufologie avec toi, avec ton honnêteté. Voilà, je veux dire, voilà, là, les gens voient que tu es honnête. Au bout de 40 ans, tu pourrais dire ça va, moi je sais tout, j'ai tout compris, je suis un contacté et écoutez-moi, je saurai. Non, toi, ton constat, c'est de dire c'est la merde, quoi. Voilà, il faut continuer. Il faut continuer pour les autres. Voilà. C'était ça le mot de la fin que tu voulais dire en fait. C'est ça qu'il voulait dire Bruno. Non, bon voilà. Alors, n'hésitez pas encore une fois. Au début, j'étais plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Alors bon, l'émission. Non, ça va, c'est bien. Je pense que, je pense que les gens qui vont regarder cette émission vont passer un bon moment parce qu'honnêtement, c'était vraiment très intéressant. Ouais, de toute façon, ils le diront. Hein. Alors, pour le dire d'ailleurs, pouce bleu, hein, n'hésitez pas, hein, si ça vous a plu. Si vous voulez. Alors, comme le disait Camille, nous, on accueillera Bruno avec grand plaisir sur d'autres sujets. Voilà, parce que. C'est ça. Moi, c'est mon mot de la fin. Hein. À la prochaine, en fait. Ouais, ce sera avec grand plaisir qu'on te réinvitera. Tu es chez toi, tu es chez nous, chez toi, je vais y arriver à le dire. Hein, et puis, écoute, en tout cas, on se voit en novembre. À Pérols. Et puis j'ai juste envie de vous dire, procurez-vous l'affaire B, bien sûr, mais aussi celui-là. Celui-là, on peut le trouver comment d'ailleurs, Bruno? Parce qu'il n'est pas en ligne. Celui-là, il n'y a que chez moi. Hein. Il n'y a que chez moi. Bon, en passant directement par toi, donc. Hein. Voilà, donc voilà. Un petit MP. On mettra, si tu le veux bien, on mettra ton mail aussi en commentaire pour que les gens puissent t'envoyer un mail s'ils veulent se procurer cet ouvrage. Hein. Okay. Bien, écoutez, il nous reste à vous souhaiter une très bonne fin de soirée. Alors, cette émission, on l'a enregistrée mercredi, mais on la passera samedi. Hein, donc, n'hésitez pas à la partager. À chaque fois, tu caftes tout, c'est terrible. Autant, t'as des gens qui font des vidéos, qui font écoute, c'est enregistré, c'est du live et tout. Non, avec toi, on sait tout, en fait. On sait tout. Il n'y a rien qui est caché avec Pascal. C'est pas possible. Je suis transparent. Une 2, c'est du direct, toujours. D'ailleurs, je vais être transparent. Ma femme m'a dit je vais te prendre en photo parce que les gens doivent savoir, parce qu'effectivement j'ai une veste et un t-shirt, mais je suis en calbute. Voilà. Et elle m'a dit ça. Les gens qui t'écoutent doivent savoir comment tu fais les émissions parce que c'est pas normal. Non mais attends. Ok, tu veux parler. Moi je suis habillée. Hein. Je vous le dis, je suis habillée. Hein. Mais par contre, je ne dirai pas avec qui. Je me tairai. Mais il y a un jour, mais à quelques secondes de lancer l'enregistrement, Pascal il se lève, il est en caleçon. Notre invité se lève, pareil en caleçon. Je me suis dit, non mais où je suis là? Où je suis? C'est ça. C'est l'envers du décor. C'est l'envers du décor. Bon, c'est ça. Moi j'ai pris ma douche et je suis habillé. Voilà. Enfin des gens corrects. Merci Bruno. Quand même, hein. On invite des gens corrects. Hein. On ne l'est pas, mais on invite des gens corrects. Bon, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée, de journée, de nuit du monde. Je ne sais pas, hein, peut-être que vous regarderez ça à quelques minutes de l'apocalypse. Et puis, on vous dit à très bientôt au Maybe Planet. Ciao, ciao. Bruno, bonne soirée. Au revoir. Par contre, hein.